Bonjour, shalom, salam alaikum. La voix est totalement partie, mais nous allons essayer quand même de vous servir au club de la presse de ce jour. Vous voudrez bien excuser cette voix vraiment caverneuse, mais vous ferez l'effort de saisir l'essentiel, surtout que j'ai autour de moi beaucoup de confrères et d'amis qui vont beaucoup parler, n'est-ce pas Eric Hugues Johnson? Bonjour Sass, bonjour chers amis auditrices, chers amis auditeurs de Canal FM. Merci. Adam Adjronou de Vision d'Afrique, bonjour. Bonjour Sass, bonjour auditeurs et auditrices de Canal FM. Vivement que vos vœux soient exaucés, que Canal FM devienne une grande chaîne internationale en plus de la radio. Merci beaucoup. Max Reyman, notre ami artiste, bonjour. Bonjour Sass et puis bonne année à tout le monde. Merci. Et puis Isidore Sassou-Akolo de Actu Express qui s'installe, bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous les confrères ici présents. Merci. Et à l'artiste aussi. Et mes vœux les meilleurs à tout le monde. Merci. Nous attendons un 5e confrère qui pourrait nous rejoindre. Et comme c'est mardi, nous allons revisiter les arts et la culture. Nous allons faire également un tour dans le Togo profond. On va terminer par l'économie et bien naturellement par la politique, les derniers développements de l'actualité sociopolitique dans le sens de l'élection présidentielle 2020. Mais comme c'est une tradition, la pensée du jour, c'est l'œuvre du philosophe allemand Friedrich Nietzsche que nous revisitons aujourd'hui. Nietzsche qui écrit que l'homme est un pont et non une fin. L'homme est un pont et non une fin. Tâchons donc d'être des ponts entre nous plutôt que de nous prendre comme une finalité. Eh bien, premier sujet, c'est les arts et la culture. Et là, c'est Eric Hugues Johnson, c'est votre journal L'Union qui nous en donne deux sujets. Dans la page 2, vous parlez d'abord d'un atelier de formation sur le conte qui va s'animer incessamment et c'est la Commission nationale de la francophonie Togo qui organise une formation intitulée « Raconte-toi ». Ce sera, je crois, du 15 au 17 janvier prochain. Oui. En fait, c'est un atelier de formation au conte qui est organisé par un Togolais de la diaspora. Il s'appelle Marcel Kodjovi Djando. Il est comédien, metteur en scène, conteur et en même temps directeur de théâtre dans une banlieue française qui s'appelle Montbéliard. Et c'est lui qui vient aider nos frères qui aiment bien cet art-là à faire, à se former. Et vous savez que le conte était une fierté pour ce pays. On a perdu cette faculté-là parce que vous vous rappelez quand on était sur les bancs, on était obligé de compter tous les matins avant de rentrer en classe et presque tous les élèves avaient quand même quelque chose à dire et cela permettait quand même d'évoluer dans cet art-là. Mais aujourd'hui, je crois que l'éducation a un peu changé et sinon, faut pas dire que ça a baissé. Ce que Isidore Akolo n'aime pas du tout qu'on dise, mais qu'il faut faire des efforts pour que les élèves, étudiants et tout ça reprennent quand même donc cet art-là. Les jeunes ont l'occasion de se faire former sur les contes. Initiative de la Commission nationale de la francophonie. Ce sera du 15, c'est-à-dire demain jusqu'en fin de semaine au siège de la Commission nationale de la francophonie. C'est où? Au siège de la Commission nationale qui se trouve à côté de l'école, à côté de l'hôtel Excellence. Hôtel Excellence à Tokon et Soted. Voilà. Merci beaucoup. Autre événement dont vous nous informez, c'est la première édition du Homeland Jazz, un festival qui a démarré depuis le dimanche 12 janvier dernier. Oui, à Zaou. Cela se passe à Lomé et à Zaou.
Donc ça a commencé depuis dimanche et ça va finir le 19 janvier prochain, c'est-à-dire dimanche prochain, je crois bien. Et donc c'est toute une semaine pour cette première édition du festival de jazz. Vous savez, la musique, comme on dit, adoucit les mœurs. Il faut vraiment aimer cette variété musicale-là qui nous vient de nos pères des États-Unis. Souvent on dit que ça vient de l'Afrique, mais toujours est-il que ça s'est développé aux États-Unis et ça nous revient. Donc c'est un genre musical qu'il faut s'approprier et vraiment pour nous permettre, parce que aujourd'hui la vie est tellement difficile que nous sommes tout le temps stressés et il faut au moins sortir écouter de la musique pour nous calmer. Eh bien, la première édition du Homeland Jazz du dimanche dernier au dimanche prochain, oui, aussi bien à Lomé qu'à Zaoun. Il s'agit donc de rassembler la famille africaine sans discrimination. Prennent part à ce festival des artistes venus du Ghana, du Niger, du Bénin, du Mali, du Sénégal, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, même des États-Unis et de Haïti. Et il faut préciser que la majorité de ces artistes-là vivent à l'étranger, c'est-à-dire au-delà du continent, et ils s'aguerrissent en la matière. Et vous nous rappelez que le jazz, avant d'être une musique, c'est d'abord une histoire tragique, une tragédie humaine par ceux de nos frères africains déportés dans les Amériques. Isidore Akolo, musicien à vos heures perdues. Oui. Non, moi je suis jazzy et j'aime les accords mineurs et non les majeurs. Donc c'est une très bonne information. Seulement, où est-ce que ça va se dérouler? À Lomé, c'est pas le lieu, puisque Lomé était Lomé était un centre de jazz à l'époque, mais on a perdu ça. Surtout au CCF, Centre culturel français, où il y a des Togolais qui exploraient dans ce genre musical. Et j'en connais beaucoup qui ont eu à explorer cet art. Et aujourd'hui, moi, je suis nostalgique de ces cabarets qui n'existent plus, pratiquement plus. Et le Mandingue, qui était le seul lieu où on se rencontrait pour explorer ce genre de musique aussi, a cessé. Et c'est pas avant, les Togolais excellaient. Aujourd'hui, on peut aller écouter du jazz aussi au Cotton Club le dimanche soir, à partir de 21h. C'est dire qu'on a besoin d'endroits. Oui, d'endroits. Non, bon, en fait, allez écouter la musique en live. Oui, en live. C'est en live. C'est en live tous les dimanches à Coton. Et toujours avec la musique. C'est un peu de pub pour notre grand aîné Gérard Akouesson. Il a célébré les 60 ans de musique le week-end dernier. Je le suivais. Il ambitionnait de créer une académie pour la musique. Vivement que Dieu lui prête les moyens, de trouver les moyens justement de réaliser cette œuvre. Et pour toujours la musique, on annonce incessamment un grand show, une grande sortie de King Mason, peut-être les frères Toufan aussi, qu'on va sentir sur scène. Eh bien, Max Eman, alors vous montez sur scène quand? Non, vous savez, nous, pour le moment... Le micro? Pour nous, pour le moment, on est là, on continue notre combat. Seulement, je voudrais revenir par rapport au jazz. C'était juste une petite précision. C'est juste peut-être pour compléter. Le jazz, en réalité, n'est pas un truc venu des États-Unis ou venu d'Afrique, mais seulement c'est tout ce qui est authentique pour nous. C'est notre style de musique. Quand on chante à Gbadja, tu vois, c'est forcément des accords de quinte. C'est ce quinte. Quand on le joue, il envoie un peu balader. Ou quand tu vois le guitariste traditionnel du Nord, qui fait tu vois que tu joues un majeur, parfois tu joues l'accord mineur et tu suis tout de suite même avec, je ne sais pas, tu augmentes juste d'un demi-ton pour tenir le majeur du même accord. Les bémols. Merci beaucoup. Ça, c'est un cours de musique. Bon, à peu près, c'est juste pour essayer d'éclairer les gens, que les gens comprennent que, en fait, l'essence de la musique, c'est toujours du live.
c'est toujours du live. C'est le manque de live au Togo qui est le problème. Depuis les années, nous, à la fin des années 90, il y avait encore des orchestres. Il y a d'une part le développement de l'industrie de musique, des techniques, de choses, l'ordinateur et les logiciels, les samples et tout ça, d'une part. Et d'autre part, maintenant, la politique de l'État qui censure tout ce qui ne le suit pas. C'est comme si, apparemment, c'était mieux de promouvoir, puisque c'est ce qui se consacre, on promeut ce qui ne nous dérange pas, même si ça ne connaît pas grand-chose, et on est à l'aise. Alors qu'au même moment, c'est en train de tuer les artistes, les musiciens de formation. En réalité, tout concert devrait être live, parce que c'est une industrie, vous voyez, c'est de l'économie. Ces musiciens doivent vivre de leur art. Donc, c'est juste pour préciser et aller ouvrir vraiment vers là. Vous ouvrez alors là un autre débat sur la portée de la musique dans la vie économique. Le live lui-même, pour amener les gens à comprendre ce que c'est. Parce qu'un artiste d'abord doit forcément maîtriser un instrument. Il faut forcément. Même quand il ne le maîtrise pas, qu'il chante bien, il doit toujours être accompagné de musiciens. Ceux-ci vivent de leur travail, lui vit de leur travail, ça promeut. Et ça fait quoi? Ça permet d'exporter la culture locale. Merci. Encore une fois, l'État met des mécènes de bonne volonté pour financer, non seulement pour aider, pour faire la promotion des artistes et des lieux où on pourra écouter de la bonne musique en live, des lieux de théâtre, des lieux de culture. Nous avons besoin de la culture, c'est un peu l'oxygène qui va un peu... Si tu permets, puisque moi, dans l'enfance, chaque fois je joue, j'aime écouter du jazz. Et ma maman me disait, mais toi là, chaque fois tu joues Malobé, bon, c'est-à-dire que la musique mandingue, quand vous suivez bien la musique mandingue, c'est du jazz. C'est-à-dire, c'est nos cultures. C'est nos cultures. C'est ce que nous jouons. Merci. Donc, viva la musica, comme dirait l'autre. Mais nous continuons en ouvrant maintenant un peu les rencontres et les forats. Et commençons par ce qui va s'ouvrir à Kara demain. C'est la ville de Kara qui accueille les 6e journées portes ouvertes de la presse, de la communication. Ce sera du 14 au 17 janvier. C'est le confrère L'Alternative qui me le rappelle avec le thème « Les médias, facteurs de cohésion sociale ». Donc, les JPO qui s'ouvrent demain. Je peux vous annoncer également que le club de la presse va se délocaliser à l'occasion. Les jeudis et vendredis, le club de la presse va s'animer en direct depuis Kara. Oui, Isidore? Non, pour placer un mot et féliciter le CONAP pour l'initiative qu'ils ont eu à prendre bientôt 6 ans. Et ils tiennent à cela, ce n'est pas facile. Et que Dieu puisse les aider à trouver les moyens et de continuer à pérenniser cette tradition. Merci. Et l'Alternative, à cette occasion, Tchaniaou Arimiaou, président du CONAP, a accordé des propos à l'Alternative dans lesquels il dit que les JPO de la presse se veulent une fête de toute la presse togolaise. Vivement ce rendez-vous inclusif qui s'ouvre donc demain à Kara et pour toute la semaine. Oui, Eric Johnson. Oui, je voudrais rebondir un peu par rapport à ce que Isidore vient de dire. C'est par rapport aux moyens pour l'organisation de ces journées portes ouvertes de la presse. En étant l'un des acteurs clés pas dire le trésorier sorti des acteurs clés de l'organisation de ces journées portes ouvertes de la presse, je peux dire que c'est pas de la mer à boire. C'est très délicat, c'est très difficile pour avoir des moyens et organiser ces journées portes ouvertes de la presse. D'abord, lorsque vous faites le budget, il faut aller vers des mécènes ou aller vers des promoteurs pour avoir les moyens. Mais vous savez, à cause de la bipolarisation de la presse, les divisions qu'il y a au sein de cette presse-là, les gens se disent, si nous finançons
les JPO parce que c'est le CONAP qui l'organise et que demain le PPT organise autre chose. Le PPT dont le président est à nos côtés, et si nous ne faisons rien, on nous prendrait pour des supporters de quelque part et ainsi de suite. Ce qui fait que nous-mêmes, en tant que organisation de presse, les différentes organisations, je veux dire, nous devons tout faire pour être ensemble pendant ces moments-là, pour permettre à ces JPO-là de tenir et de pouvoir sortir, montrer à la population la délicatesse de notre travail sur le terrain. Je vais ajouter peut-être un dernier mot, c'est que en ces moments-là, on ne devrait pas dire désormais que c'est le CONAP qui organise, mais que c'est la presse tout entière qui organise ces journées portes ouvertes. Merci. Et comme Tchaniao, le président du CONAP, le dit, et comme l'alternative l'écrit, les journées portes ouvertes de la presse se veulent une fête de toute la presse togolaise. Au menu, il y aura bien sûr les discours d'inauguration, mais il y aura également des expositions, des ateliers de formation, des émissions en live, dont notamment vous suivrez le Club de la Presse qui s'anime depuis Kara le jeudi et le vendredi. On va terminer avec l'Université de Lomé qui prépare un colloque. Ce sera du 29 au 31 janvier, dans quelques semaines. Le colloque s'inscrit dans les activités des 50 ans de l'Université de Lomé, donc qui organise un colloque international consacré à la littérature togolaise. Adam Adjonou, vous aurez l'occasion pendant 3 jours d'aller revisiter les 50 ans, enfin la littérature togolaise, dont le premier livre a été édité en 1929. Oui, vous savez, depuis un moment, c'est vrai, l'Université de Lomé a habitué l'opinion, surtout togolaise, à des colloques qui permettent donc à nos universitaires de pouvoir donc dévoiler un certain nombre de travaux scientifiques. Et ce qui est regrettable, c'est qu'ils l'ont même fait remarquer lors d'un colloque, c'est que ces travaux scientifiques qui devaient donc permettre, ou du moins dont leur résultat devait permettre à nos dirigeants de pouvoir tirer un certain nombre de solutions liées donc à la gouvernance et liées aussi à la vie sociale, n'est pas le cas. Donc c'est un peu regrettable et nous estimons qu'il est temps aujourd'hui que les gouvernants puissent s'approprier de ces travaux scientifiques-là, notamment dans une des facettes dont serait éditée par rapport à la date dont vous venez de citer, ce qui n'est pas naturellement le cas. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on en arrive là, parce que ces travaux-là ne sont pas seulement des travaux pour seulement les étudiants, seulement pour enseigner, mais ce sont des travaux qui puissent permettre aussi de gouverner, ou du moins de changer un peu des paradigmes liés aussi à la gouvernance de nos États. Donc voilà un colloque international consacré à la littérature togolaise. Le tout premier livre qui marque la naissance de la littérature togolaise, c'est le livre intitulé L'Esclave de Félix Couchereau, qui a été publié en 1929. Oui. Isidore, merci d'avoir la mémoire. Oui, c'est le papa du docteur Couchereau. Oui, c'est vrai que Isidore n'est pas né ce matin. Et dire aussi qu'il faut faire l'historique même de l'université du Bénin, qui avait commencé au niveau du camp, RIT, l'ancien lycée du 2 février. C'est par là que ça a commencé. Université du Bénin, que nous avons fréquenté, qui est devenue l'Université de Lomé, qui est dans la dynamique de ces 50 ans. Alors nous continuons sur le Togo profond. Alors quelques informations. Vous savez que depuis que nous avons fait les élections locales, nous suivons les traces de la presse et nous visitons quelques communes. Aujourd'hui, c'est Liberté qui nous transporte dans la commune Bamono 1, avec chef-lieu Afanya. Eh bien, Liberté écrit que le maire Anani Djobwissi de la commune Bamono 1 s'active. C'est ainsi que le maire de Afanya, Bamono 1, a conduit une délégation de 3 personnes. Une femme élue de sa majorité, une femme élue de son opposition, et le maire les a conduits devant l'ambassade d'Allemagne, M. Mathias Veltin,
c'est une cérémonie protocolaire de présentation de vœux, bien sûr, mais le maire d'Afanya a présenté aux diplomates allemands la commune de Bamono et les opportunités que l'Allemagne peut leur offrir dans le centre de la décentralisation. Max Eman, vous hochez de la tête, ça veut dire que vous approuvez cette démarche-là? Absolument, absolument. C'est déjà très bien. C'est d'ailleurs le but de la décentralisation, parce que c'est aux collectivités locales de se prendre en charge. Vous voyez, vivement que des initiatives comme ça continuent, étant donné que la gouvernance a été KO depuis des années, ils sont obligés de le faire. Et ça, j'encourage. Merci Il y a aussi la commune d'Anero, dont le maire a voyagé avec ses collaborateurs directs, ses deux adjoints, un de la majorité, l'autre de l'opposition en Allemagne. Nous en avons parlé à l'époque. Voilà, c'est déjà des initiatives louables. Sauf qu'il ne faudrait pas quand même mettre les charrues devant les bœufs. Parce que on vient à peine de voter la loi sur les rémunérations des maires et les financements des communes. Il faudrait quand même faire un plan d'action par rapport à la dotation de l'État et après maintenant voir les besoins réels des communes avant de se projeter vers les partenaires économiques et financiers pour demander ou exposer des problèmes réels de nos communes. Merci. Et nous souhaitons vivement que les confrères, les journaux écrits, dont Actu Express, que vous nous donniez des informations des maires éloignés des préfectures de Pendjal, d'Oti, pourquoi pas d'Akebu, Awa, chez vous, à Damadjounou. Nous voudrions avoir comment se préparent les maires, les communes du Togo profond pour coller vraiment au développement inclusif. Oui, en réalité, ce que j'aimerais ajouter, c'est que les maires, je pense qu'avant même de se projeter pour occuper ces charges-là, avaient donc commencé par faire des projets de développement dans leur localité. Et si c'est le budget national qui est toujours pallié par les aides des partenaires financiers techniques, ce ne sont pas le budget des communes qui ne va pas l'être. Donc, tout naturellement, on sait que ces maires-là auront besoin des moyens. Et par rapport à cela, moi, je salue d'ailleurs, même si d'aucuns sont transposés chez, disons, ces partenaires-là, il y a le maire d'Adido Gomé, lui qui a invité carrément un maire d'une commune de la France qui était donc venu visiter et s'est rendu compte des réalités et des besoins qu'il y en a. Et potentiellement c'est pas dans les soucis de jumelage? Pourquoi pas? Oui, et surtout, le Togo a pêché très longtemps pour ne pas engranger des ressources au niveau de la coopération décentralisée. Et je pense qu'il va falloir aller vers là. Et les maires qui sont plus habilités à le faire, c'est les maires qu'on n'a pas chapeauté. Suivez mon regard, le golf, c'est chapeauté par d'autres, comment dire, un gouverneur. Un gouverneur. Donc, ils n'ont pas les maires aussi libres qu'un maire de Pendjal ou un maire d'Anero qui peut prendre des initiatives. Et je crois que c'est dans ce sens que Kereburu était allé, puisqu'il y avait déjà un jumelage entre Anero et une ville d'Allemagne. De la région de Nuremberg. Donc je pense que c'est vers là que nous devons communiquer ou exhorter nos maires à y aller. Eh bien, chapeauté ou pas, il faut quand même que les maires rivalisent d'ardeur et de créativité pour rechercher des ressources pour le développement de leur localité. Oui, juste pour essayer de compléter ce que le grand frère vient de dire, Isidore, c'est qu'en réalité, il y a toujours à faire le développement d'une commune. C'est pas seulement les infrastructures, il y a le développement humain, personnel, il y a le développement des personnes elles-mêmes. Franchement, nous sommes en retard. D'une part, peu importe, comme il l'a dit, il faut vite aller. Travailler surtout avec l'Occident, c'est une chose parce que dans le sens panafricain, ça fait 50 ans nous sommes indépendants, mais en réalité dépendants. Ils sont responsables de notre retard. C'est une bonne chose de se tourner vers eux et puis de continuer le boulot. C'était juste pour compléter ça que juste... C'est très important quoi que les maires se tournent vers... Un conseil de maire est arrivé. Maintenant, nous allons nous transporter dans les préfectures de Bassar et de Dangpen.
c'est l'Indépendant Express qui nous y transporte avec cette information qui n'est pas du tout heureuse. Le journal parle d'agressions xénophobes qui ont été exercées contre les ressortissants des communautés Adja dans ces régions. L'information avait fait le buzz sur les réseaux. L'Indépendant Express prend son courage et en parle aujourd'hui avec des photos à l'appui. Tout serait parti d'une petite fille disparue et dont on accusait une dame qui se retrouvait de la communauté Adja. Et par la suite, ça a été des exactions, des magasins brûlés, des gens même tabassés. Et l'Indépendant Express écrit que les peuples Bassar et Konkomba accusaient les communautés Adja de faire prospérer leurs affaires sur des pratiques magiques vaudou. Voilà une réalité qui nous rattrape de temps en temps. Max Eman, vous l'artiste, ouais. Il arrive des moments où encore des comportements irrationnels prennent le dessus, qu'on s'en prenne à telle communauté ou à telle autre pour des choses difficilement démontrables. C'est très important ce truc-là, cet article, parce que c'est des événements à analyser au plus profond du psychisme du Togolais lui-même. Quand ça ne va pas, on pense que l'étranger est toujours responsable de nos malheurs. Ces milieux d'Ankpen et autres du Nord, là, moi je suis de Kouméa, et puis je fais aussi Sotoubois. Les gens souffrent tellement, ils sont laissés à eux-mêmes. Puisque c'est des milieux où tout le temps le parti au pouvoir, 98% de voix. Les gens sont abandonnés à eux-mêmes. À un moment... On dit c'est un acquis. C'est-à-dire, tout ce qui vient, tout ce qui est étranger est responsable de nos malheurs. Parce qu'on dit une petite fille a disparu, ou bien quoi, on dit des trucs occultes. Vous pensez que si la science et l'éducation étaient développées à ce niveau, il y aurait encore de ces croyances? Je crois pas. Si les gens vivaient bien, ils auraient le réflexe de savoir faire la part des choses. Oui, sauf que c'est pas seulement dans les localités éloignées que ça se passe. Même à Lomé ici, il y a pas longtemps, il y avait le phénomène des Gaiman. Ici à Lomé, ça avait créé une psychose. Et Jeff Le Prince qui vient de nous rejoindre peut en témoigner. Bonjour d'abord. Bonjour très cher Sas. Très difficile pour toi de parler, mais courage. Merci beaucoup. Alors nous parlons des Gaiman qu'on a vécu ici à Lomé et vous aussi à Nero dans les lacs, vous aviez connu. Et là encore c'était des communautés nationales et étrangères qui avaient été indexées, accusées de pratiques rituelles. Oui, c'est vrai. Vous savez, c'était un phénomène que nous avons géré avec beaucoup de tact. En plus, la ville d'Anéro, qui est une ville frontalière, donc ça n'a pas été facile quand même de gérer ces situations. Mais il a fallu des sensibilisations, des communications autour de ce phénomène pour que les gens puissent comprendre en réalité que nous sommes appelés à cohabiter ensemble. Et nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui que ce phénomène a ralenti un peu. Et donc, je pense que c'est ce que nous devons continuer par faire. Et comme nous sommes sur une chaîne de radio, ça permet aussi de sensibiliser les uns et les autres. Oui, Max Eman, je reviens à vous. Parce qu'il fallait que je complète. Je continue et je persiste que c'est la gouvernance. Quand les gens souffrent et ils n'ont pas de choses, ils pensent toujours que c'est l'étranger. Ça, c'est un. Il y a maintenant le niveau de connaissance. C'est toujours la gouvernance. De trois, maintenant, il y a la justice. Quel que soit ce qu'une personne fait, c'est la justice qui règle. C'est pas aux gens de se rendre justice. Quand vous arrivez à un moment où les gens délibérément se rendent justice, c'est qu'il faut voir que dans la gestion des affaires, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, à l'heure où nous sommes, on n'a plus besoin de dire autrement les choses. Il faut, écoutez, quand la tête ne va pas bien, tout le corps est malade. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Merci, mais nous posons cela parce qu'il y va de la cohésion nationale. Il ne faut pas que pour un oui ou pour un non, on s'en prenne à un individu, à une communauté qu'on accuserait de tout nos travers, même si c'est des comportements irrationnels qui arrivent, pas seulement au Togo, un peu partout en Afrique et dans le monde. Ce sont des choses cycliques auxquelles on assiste souvent. Jeff? Oui, tu l'as déjà dit. Je pense que ce qui m'intéresse, moi, vous avez parlé d'un sujet très intéressant au début, qui parle du développement local. C'est ça qui m'intéresse plus parce que il faut toujours commencer le développement par les localités. Et moi, je salue aujourd'hui cette démarche de la décentralisation qui a pris corps,
ou même si ça, il y a du plomb dans l'aile, je pense qu'il faut toujours commencer quelque part, petit à petit, ça va aller. J'ai écouté les confrères tout à l'heure qui ont fait allusion au maire de Lac 1, et je voudrais préciser justement que quand il avait voyagé, c'est avec 2 de ses conseillers, ce n'était pas les adjoints, c'est 2 de ses conseillers. Il y a une conseillère de la majorité et un conseiller de la minorité au niveau de cette commune. Oui, parce que de l'opposition, c'est-à-dire que le maire était allé en tant qu'indépendant et il avait eu la majorité. Indépendant coloré. Non. Bon, alors pour continuer dans le même sens, c'est pour dire que la décentralisation, on a donné l'exemple d'une commune d'Agoé, c'est très intéressant qu'il faut commencer l'intercommunalité entre nous, parce que nous avons des potentialités dans différentes localités. Et la semaine dernière même, le maire de la commune Lac 1 a fait un déplacement sur Cotonou et a eu la chance de rencontrer le maire d'Abomey-Calavi, monsieur Georges Bada. Et pour lui, c'est pour aller s'inspirer des expériences de ce que ce maire est en train de faire dans cette grande commune qui a une population de 622 000 habitants. Ça, c'est la population de cette commune d'Abomey-Calavi, et qui, j'avoue, le budget même de cette commune cette année, c'est plus de 6 milliards. Abomey-Calavi. Et pour Aneho? Et pour Aneho, bon, le budget de cette année n'est pas encore voté, mais pour l'année dernière, c'était 153 millions. Pardon? L'année dernière, c'était 153 millions. Pour Aneho, contre plus de 6 milliards. Plus de 6 milliards à Abomey-Calavi. Et il fallait voir même tenu compte que les populations sont pas les mêmes. Voilà. Il fallait voir le véhicule de commandement du maire et tout le Bataclan là. Ça veut dire qu'ils ont commencé très longtemps. Je pense que petit à petit, nous y arriverons aussi au Togo, et si on se met au travail. Merci. Adam, un petit complément? Non, oui, pas par rapport au maire, mais j'aimerais dire par rapport aux dispositions prises par l'État, surtout par rapport à la justice populaire, que le gouvernement surtout n'admet plus. Et je pense qu'il faudrait aussi transposer aussi les informations dans le Togo Trifon pour que les gens sachent que après ces exactions-là, il y a des enquêtes qui sont menées et ceux qui sont auteurs sont toujours mis sur la touche. Donc il faut dire que c'est vrai, la question ne doit pas être occultée, mais il faudrait quand même laisser les institutions qui sont donc concernées de s'en occuper, que ce ne sont pas la population qui doit donc faire sa propre justice. Merci. Juste rappeler que nous sommes dans un pays qui se veut État démocratique, État de droit. Si on a des raisons de se plaindre de quelqu'un, on va à la justice, on fournit les preuves et le procureur de la République, aidé de la police, de la gendarmerie, feront le reste et on ira à un procès pour voir si les accusations sont fondées ou pas. Ça, c'est important. Eric Johnson. Je voudrais juste faire un lien entre le développement des communes... Votre micro, j'ai pas encore le retour chez vous. Oui, c'est bon. C'est bon. Je voudrais faire un lien entre le développement des communes et le développement personnel dont parlait Latis tout à l'heure. Ces problèmes qu'on retrouve dans nos sociétés, et je crois fondamentalement que c'est un problème d'éducation. Il faut aujourd'hui que les maires qui sont installés prennent le problème de l'éducation comme le problème primordial dans leur communauté. Une fois que les gens sont éduqués, je pense que ces considérations-là, la mentalité va changer. Et là, l'artiste a raison de le dire. Et c'est très important. C'est vrai que le budget de l'éducation n'est pas aussi ce qu'il faut, mais comme il y a aujourd'hui la décentralisation, il y a les mairies et tout ça, il faut qu'on prenne ce problème-là à bras-le-corps pour éviter de ces situations-là pour nos populations. Merci. On va finir le Togo profond par Dacha. Dacha, projet de Longou. C'est une information qui a commencé à circuler sur les réseaux et ces derniers temps, il y a quelques jours, le ministre ATJ en charge de l'industrie, entre autres, s'était transporté à Dacha. On a annoncé même que le chef de l'État lui-même y était. Et Eric, votre journal L'Union pour la Patrie, vous nous parlez aujourd'hui de la réhabilitation de l'usine Togotex de Dacha qui est sérieusement envisagée. Petits éléments d'appréciation. Oui, c'est le ministre du Commerce, Kodjo Adedje, et ses collaborateurs qui se sont transportés sur le terrain et pour voir comment
cette usine-là délaissée depuis les années 2000, bientôt 20 ans, que cette usine-là n'a plus tourné. Et l'idée au départ, ce n'était pas de réhabiliter l'usine textile, mais c'est de voir les possibilités qu'il y a pour développer une autre usine, c'est pas forcément textile sur le site. Mais quand le ministre et sa suite étaient allés sur le terrain, l'idée a complètement changé parce qu'ils se disent qu'il y a encore des machines à récupérer. Un petit souci encore. Merci de ne pas faire trop de mouvements. Nos micros sont déjà bien sensibles. Maintenant, reprenons la parole. Je reprends. La suite s'est arrêtée. À partir des conclusions de l'expertise, oui, je crois que ça peut aller. C'est bon? Non, toujours pas encore. C'est bon. Allez-y. Oui, je crois que ça peut aller maintenant. Ça peut aller? Oui, c'est bon. Ok. Donc, je disais que l'idée au départ, ce n'était pas de réhabiliter l'usine Togotes, mais c'était de voir les possibilités qu'il y a pour peut-être installer une autre usine. Mais après la visite, le ministre et sa suite ont décidé quand même par rapport aux installations encore récupérables qu'on peut toujours réhabiliter cette usine textile. Et je pense au départ avec une expertise qui avait été faite il y a de cela 2 ans sur demande du chef de l'État, il était question de vendre les machines et tout ça peut-être en pièces détachées ou en gros, je sais pas, mais finalement cette visite-là a permis au ministère du Commerce de décider quand même de la réhabilitation de cette usine Togotes qui s'étale sur 30 hectares et avec une capacité d'emploi de 500 emplois, je voudrais dire. Merci. Eh bien, le ministre ADJ y était, le chef de l'État l'a suivi, et ce qu'on écoute dans leur sillage, c'est que l'usine de Dacha va être réhabilitée. Or, et comme l'Union le rappelle, il y a quelques années, l'État togolais a diligenté une mission d'expertise. Et la conclusion, c'est que l'outil de production ne peut plus être remis en état de fonctionnement et l'essentiel des équipements est à mettre à la casse. C'est ce que les experts ont dit. Et les experts ont également mis l'accent sur les arriérés de salaire et d'indemnité du personnel qui s'élevaient à 529 555 000 francs et poussière. Alors, de l'avis des experts qui concluaient qu'il fallait carrément liquider Dacha, et maintenant au discours officiel qui se dit dans les sillages d'ADJ et de Fort lui-même de la réhabilitation de Dacha, est-ce que c'est une réalité ou bien plutôt vous y voyez une propagande politicienne? Jeff Le Prince. Bon, moi, tout de suite, je vais te dire que c'est une propagande politicienne parce que d'autant plus que les experts ont fait leurs conclusions. Et je pense aussi que cette usine est au ralenti ou est aux arrêts depuis des années déjà. Depuis 2001. Depuis 2000. Donc ça veut dire que ça fait 10 ans. 20 ans. Ça fait 20 ans plutôt. Ça fait 20 ans que l'usine est aux arrêts avant l'arrivée même de Faure Gnassingbé au pouvoir. Et donc si rien n'a été fait et que c'est en 2020 qu'on veut réhabiliter et non reconstruire cette usine, moi je suis pessimiste. En ce sens que il y a d'autres usines. Il y avait l'usine textile de Kara aussi. Il y a la féculerie de Garavé qui traîne là. Il y a tellement d'usines qui sont là. L'usine, comment ils appellent ça, au niveau de Tchévier vers Alokwegbe, l'huilerie d'Alokwegbe. Mais il y a tellement d'usines et on nous dit du jour au lendemain que on veut aussi de Tchévier. Il y a SRCC pour le café, le cacao dans la région des plateaux. Il y a plusieurs usines qui sont là, qui sont abandonnées. Si on nous dit qu'en 2020, on peut réhabiliter l'usine de Dacha, moi, tous les jours que Dieu fait, pratiquement sur 3 mois ou 6 mois, je passe par là. Moi, je ne suis pas sûr
qu'on peut réhabiliter cette usine. Bon, juste vous rappeler que nous sommes dans le sillage de l'élection présidentielle et Faure Gnassingbé est candidat à sa propre section. C'est pour dire, Max Eman, il ne faut pas trop avaler les discours des hommes politiques en ces derniers temps. Absolument, d'une part, c'est ça, mais la seconde, c'est carrément, c'est pas cet aveuglement du gouvernement, de l'État lui-même, parce que en temps normal aujourd'hui, qu'est-ce qui crée le dysfonctionnement d'une usine? C'est la concurrence, parce que quand on produit, il faut vendre. On laisse le contexte dans lequel, ou selon lequel, l'usine ne fonctionne pas. Supposons que l'usine devait fonctionner. Cette usine fabrique quoi? C'est pas du textile? Ouais. Aujourd'hui, le textile, il nous vient comment? De la Chine. Est-ce qu'il y a concurrence? Il n'y a pas de débat, c'est que c'est des aveugles. Et ils vont encore aller tromper les pauvres populations. Ça veut dire ils veulent toujours se maintenir. C'est triste. Quand on veut toujours être au pouvoir et que les idées, les projets ne sont même pas rationnels, il n'y a rien de génie pour demain, c'est que c'est triste. C'est grave. C'est grave. Aujourd'hui, non, c'est pour compléter. Pour compléter ce qu'il vient de dire. Vous allez au grand marché, vous pouvez vous acheter un tissu à 1000 francs. 1000 francs. À 1000 francs. Je ne sais pas comment ils vont concurrencer ce marché. C'est ce que Mas vient de le dire. Il faudrait qu'on fasse des projections et non qui serait maintenant. À l'époque, c'était TV qu'ils vendaient, que l'usine fabriquait. Ce n'est pas des WAS hollandais ou ce n'est pas des instituts de haut gamme. Mais c'est de moyens qui étaient même sur le marché un peu plus cher que ce que venait de l'extérieur du Ghana. Aujourd'hui, d'abord, l'énergie coûte cher au Togo. Quand vous faites les coûts de production, vous ne pouvez jamais concurrencer le marché là. Mais c'est quand même pas un hasard que ADJ va là-bas quelques jours après. Il est suivi par Faure Gnassingbé. Le discours officiel, c'est qu'on va réhabiliter. Alors, est-ce que c'est le discours politicien en temps de campagne ou bien une réelle volonté de réhabiliter Dacha? Adam Andronou? Oui, après la sommation et puis la cartographie dressée tout à l'heure par rapport à plusieurs usines qui sont donc laissées pour compte, et si on admet que c'est l'usine de Dacha qui a été donc pointée du doigt et qui a fait l'objet de ces visites des deux dirigeants quand même de l'exécutif togolais, ça voudrait dire qu'il y a un potentiel quand même à exploiter sur cette usine-là, parce que si vous remarquez très bien, c'est carrément l'usine fait partie de la dernière cohorte des usines qui ont été fermées. C'est vrai qu'il y a l'expertise qui est passée par là, mais au-delà de tout, je pense qu'il faudrait aussi mesurer les actifs qu'il y en a et les dépenses à faire par rapport à ce qu'on aurait investi. Donc je pense que le gouvernement aurait pris quand même les bonnes dispositions pour quand même faire la part des choses et trouver que c'est l'usine qui peut être réhabilitée, et il n'a pas parlé des autres usines. Mais ce que j'aimerais aussi faire remarquer, il y avait donc tout récemment une rencontre avec la Barceau qui a expliqué un peu le fait que, par exemple, on a fait un peu la comparaison par rapport au riz produit ici, parce que le riz importé est beaucoup plus moins cher que les riz que nous consommons ou que nous produisons localement. Cela s'explique par le fait que nous n'exploitons pas réellement. D'abord, il y a la mécanisation qui est là. Nous n'exploitons pas de grandes superficies comme vous allez en Thaïlande, ces consorts. Donc, lorsque vous exploitez beaucoup, vous produisez énormément et vous les mécanisez. Je pense que la production devient moins chère. Déjà, on peut faire un peu un parallèle entre ce que nous produisons. Ceci aussi fait partie aussi de la politique de consommation locale que le gouvernement essaie de mettre en place par rapport surtout le fait que le Togo a essayé d'augmenter d'ici 2022. Je pense que ça fait 22 000 tonnes de production de coton qui va être exportée. Donc il faudrait quand même qu'on encourage dans la transformation locale. Donc c'est dans cet esprit-là que le gouvernement essaie de mettre dans cette disposition. Mais la question demeure, est-ce qu'on va produire moins cher que ce qui est sur le marché? Isidore, comme c'est les dirigeants de l'État qui le disent, peut-être ils seront là et on verra s'ils tiendront parole ou pas. S'il vous plaît, je crois qu'il ne sert à rien de tenter de faire plaisir à qui que ce soit. On parle d'Acha travaillé il y a 20 ans. Vous connaissez le taux de fécondité? On est à combien de personnes aujourd'hui? Une usine qui va employer 500 personnes aura quelle incidence? Le 1er janvier dernier, il y a eu 915 nouveaux-nés au Togo. Nouveaux-nés, ça veut dire qu'on est dans une moyenne de 1000 nouveaux-nés par jour. Donc on a 360 000 qui naissent et qui, après 8 ans ou seulement, même peut-être
après 10 ans de force, ceux qui avaient 8 ans auront 18 ans. Et, naturellement, peuvent être sur le marché de l'emploi. Donc, pour dire que... C'est quand même une triste réalité. C'est pas tous les nouveaux-nés qui survivent. Ouais, mais ça, ils sont nombre de combien? Merci. Alors, donc, pour conclure, pour dire que franchement, là où nous sommes aujourd'hui, je crois que nous parlons de l'État, de nos citoyens, qui sont une partie de l'humanité. Il ne sert à rien de vouloir faire plaisir aux gens. Ça, c'est faux. Parler de ça, c'est faux. Même s'il y avait des moyens de récupérer ça, ce serait mieux d'utiliser ces moyens pour autre chose. Merci, nous continuons sur... je crois très franchement que la réhabilitation de l'usine textile de Togotest, là, de Dacha, je pense que cela va dans la politique agricole que l'État est en train de mettre en place par rapport à la consommation locale. Nous produisons du coton que nous exportons totalement. Et il faudrait commencer par le transformer sur place. C'est vrai que l'usine de Dacha, les machines, tout ce qui fonctionnait n'est plus productif, mais je pense que les experts ont dit qu'on peut récupérer ces machines-là, les vendre sur le marché. Par exemple, on parle des machines à coudre là, qu'on peut essayer de vendre dans les trucs sociaux et pour aider les organisations sociales, non gouvernementales et tout ça. Et donc je pense que si on peut récupérer quelque chose, revendre et trouver encore des moyens, on peut réhabiliter cette usine. Ça ne veut pas dire que c'est l'ancienne usine qui va toujours fonctionner, mais c'est de nouvelles machines qu'il faut installer. Ce qu'il faut faire remarquer aussi, lorsqu'on vous prenez pendant la production des boissons locales qui sont aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus cher que les boissons qui sont produites par rapport à la brasserie Bébé Lomé. Voilà pourquoi on met la politique de consommation locale. C'est vrai, ce que l'usine va produire, ça ne va pas quand même suffire à la consommation locale togolaise. On aura toujours besoin de la consommation importée. Donc, vous comprenez que ce n'est pas parce que ce serait cher qu'on ne va pas consommer. On ne parle même pas de suffisance. On parle de gaspillage des fonds. On veut récupérer de l'argent. Je termine. On récupère pour faire aux trucs sociaux, aux organisations sociales, alors qu'au même moment, ceux qui ont été licenciés il y a de cela 20 ans, on leur doit quelque chose de 500 000. Vous savez, quand on remet en place, vous savez, quand on dit réhabilitation de l'usine, si l'usine va toujours s'appeler Togotest, c'est qu'on prend cette usine-là avec les passifs et les actifs. Donc, on doit en même temps régler le problème des cas sociaux. Voilà, c'est ça. Depuis, ils ne mangent même pas, ça veut dire qu'ils sont malades. Bon, après 20 ans, beaucoup sont à la retraite. Aux acteurs politiques. Mais nous enchaînons avec c'est un marketing politique. S'il vous plaît, les dernières activités des acteurs politiques, notamment Faure Gnassingbé, dont Togo Matin écrit, Faure Gnassingbé dessine déjà ses futures orientations. Pour ce journal, Faure Gnassingbé met l'accent sur la mécanisation de l'agriculture, la transformation et la consommation des produits de notre agriculture qui devrait s'intensifier. Et l'Union pour la patrie se met également sur les traces de Faure Gnassingbé ce week-end avec cet article sur une ère de pré-campagne déjà très chaude à unir. Le week-end, on a vu Faure Gnassingbé dans l'Est, dans le Bas-Mono, dans Vaud, et puis il était dans le Pélé, pendant que ses émissaires étaient à Zanguera, dans l'Est Mono, un peu partout, tout faire goût, pour dire, et comme l'écrit l'Union pour la patrie, que à Uni, on est déjà ouvertement en pré ou totalement en campagne. En pré-campagne, puisque la campagne n'est pas encore ouverte, on est en pré-campagne. Et je dis, les autres candidats, je pense qu'ils sont en train de dormir encore. Et ce n'est pas bon parce que
vous avez déjà déposé les candidatures, il faut aller sur le terrain. C'est ce que nous écrivions la semaine dernière en disant, après le dépôt des candidatures, maintenant, faisons face à la réalité et parlons aux populations de nos programmes, de ce que nous allons leur donner si nous accordaient leur voix. Et déjà, le parti Unir a déjà commencé par faire sa campagne, sa pré-campagne. Et les autres dorment. Moi, je crois que c'est de bonne guerre. À ce niveau, avec quel moyen? C'est avec les moyens de l'État. C'est avec nos moyens. À ce niveau, il y a Liberté qui ironise du mandat social au mandat agricole. Bon, maintenant, de toute façon, Unir est déjà le week-end en pré-campagne ouvertement. J'étais étonné de réentendre le vombrissement de l'hélicoptère qui sillonnait le ciel de Lomé. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passait? C'est vrai que c'était Faure Gnassingbé qui a déjà commencé sa campagne. Et c'est là où... Mais ça ne peut pas étonner. Ça ne peut pas étonner parce que ce sont les moyens d'État dont il dispose. Le carburant qui a été utilisé par l'hélicoptère là, le week-end, mais... On peut s'en servir pour faire autre chose. Si tant qu'on est vraiment dans le mandat social. Non. Si c'est l'exemple de l'hélicoptère que Isidore vous prend. L'un après l'autre. C'est juste, mais et tout, les véhicules ont été mobilisés. Vous savez, pour aller, quitte à Bogan, quitte à Nita, est-ce que le chef d'État sortant, quand il fait campagne, que ce soit au Togo, en France, aux États-Unis, est-ce que c'est ses moyens personnels ou les moyens d'État? C'est les moyens d'État. Quittons un peu Faure Gnassingbé uni et revenons maintenant aux autres candidats. Et ce qu'on peut dire, c'est, Max Eman, on a appris hier que le candidat Agbeyomi Kodjo a nommé le coordonnateur de sa campagne en la personne de Fulbert Sassou Atisso. C'est une très bonne chose et il faudra encore aller plus vite et puis plus large. Je crois que le vrai problème au niveau de l'opposition, c'est cette candidature unique de la coalition. Le prélat a eu cette sagesse. Monseigneur Podjro a eu cette sagesse, enfin, de choisir quelqu'un qui, de manière papa, peut diriger ce pays parce qu'il a déjà fait des preuves. Il a fait des preuves. Maintenant, il y a comment essayer d'amener tout le monde autour de lui, autour d'Agbeyomi. Mais je crois que ça va bon train. Et c'est justement tout le débat au sein même du régidi de la C14. L'unanimité n'est pas faite. Il y a le président du FDR, après vous, qui disait que son parti n'avait pas de candidat, n'avait pas de consigne à donner. Et au sein même de l'opposition, il y a plusieurs candidats. Et sur Agbeyomi, il y a l'Indépendant Express qui écrit « Fantasme hypothétique autour d'un candidat, Agbeyomi Kodjo n'est ni Félix Tshisekedi en RDC, ni Max Christian Kaboré au Burkina Faso. Ouais, ça c'est vous savez, la politique. C'est un article de journal. C'est un article de journal et je crois que les gens réfléchissent, ça dépend de comment ils réfléchissent. Mais en réalité, quand on prend de la hauteur, on comprend que c'est forcément comme ça. Oui, à ce niveau-là, les gens ont la liberté de réfléchir. De réfléchir, absolument. Vous n'êtes pas d'accord, c'est votre choix. Absolument. Mais seulement, il y a un problème. Il y a un problème qui est très important. C'est la structure sociale de ce pays. C'est le problème politique de ce pays. C'est clair qu'il y en a qui pensent autre chose que ce qui est. Mais unanimement, qui pensent qu'il soit imposé, je ne sais pas, qui pensent que c'est normal, que ce soit normal, que M. Faure remplisse encore un 4e mandat. Ce n'est pas normal. Ça, c'est votre opinion. Peu importe l'opinion, je crois qu'on a des opinions, mais il y a certaines réalités. C'est comme quand on dit 15 plus 5, ça donne 20. Celui qui ne trouve pas 20 n'est pas dans une opinion donnée. Non, il est dans l'erreur. Il est dans l'erreur. Mais dire aujourd'hui que Faure doit faire un 4e mandat absolument parce que c'est une opinion, j'ai dit, ça c'est déliré. C'est pas normal. Non, même si la Constitution le lui permet, excusez-moi, moi je dis ce que je pense. Oui, vous savez, je sais qu'il a des soutiens. Mas, quand tu dis qu'il faut prendre de la hauteur, c'est qu'il faut prendre aussi de la hauteur pendant que nous débattons. Il ne faut pas imposer
ton opinion à tout le monde en disant que c'est cartésien ce que tu dis. Parce que d'autres ne sont pas d'accord avec toi. Maintenant, quand tu veux faire cette analyse-là, donne ton opinion en te disant que certainement que les gens ne seront pas d'accord avec moi. À partir de ce moment, mais quand tu insistes là-dessus en disant que c'est déliré, c'est faire ceci, ça c'est carrément de l'insulte. C'est ça, de langage, carrément, c'est pas normal. Excusez-moi. C'est pas normal. Vous voyez que tout de suite même c'est une opinion de l'autre côté. Oui. Encore une fois. Mais c'est pas normal. C'est pas, non, c'est pas normal. C'est pas normal. On est à un débat, oui. Encore une fois. Est-ce que Faure Gnassingbé doit remplir ou bien est-ce qu'il doit s'arrêter là? La décision appartient au peuple souverain qui ira aux urnes le 22 février prochain. Et en face de Faure Gnassingbé, il y a au moins 9 candidats qu'on peut classer dans le cadre de l'opposition. Alors justement, Jeff le Prince, on parle de Faure Gnassingbé qui est ici, qui est là, ses partisans qui le complètent un peu partout. Est-ce que vous sentez le même mouvement autour des candidats qui ambitionne d'arrêter Faure Gnassingbé dans son élan? Non, à cette question, je te dirais non, on ne sent pas encore les autres candidats. C'est vrai que avant l'ouverture du dépôt de candidature même, on sentait un engouement des présumés candidats qui circulaient sur les médias, qui venaient dans les localités pour tenir des réunions. Mais depuis que la candidature a été ouverte et que nous savons aujourd'hui qu'il y a 10 candidats, on ne sent plus un engouement, à moins que cela ne soit pas médiatisé. Ils font des réunions à huis clos, je ne sais pas. Mais ce qui est visible, ce qui est remarquable aujourd'hui est que UNI, ou bien le parti au pouvoir, est présent sur le terrain. Et même avant le dépôt de candidature de Faure Gnassingbé, il y a 6 mois ou 3 mois avant, on sentait même la mobilisation des cadres de l'UNI qui rentraient pratiquement tous les week-ends pour commencer les sensibilisations et commencer les activités. Et c'est une campagne qui ne dit pas son nom, c'est ce qu'on a toujours dit. Mais j'ai toujours dit, aller à une élection présidentielle, c'est les moyens. Quand vous voulez aller à une élection présidentielle, c'est les moyens. Et celui qui est au pouvoir a toujours un plus que les autres. Et partout au monde, on ne pourra pas aller vérifier le carburant qui se trouve dans le véhicule de X pour savoir si c'est son carburant ou bien c'est le carburant de l'État. Partout au monde, celui qui est au pouvoir, qui veut être, qui est à sa propre succession, a toujours de l'avantage plus que les autres. Mais je dis, comme vous avez donné une bonne conclusion tout à l'heure, la souveraineté c'est au peuple. Il faudrait que les gens tiennent un bon langage et demander à ce que la transparence se trouve dans les urnes. Mais c'est ce que moi j'ai toujours dit que l'opposition réclame, ou bien mettre les cartes pour qu'on ait une élection transparente. Si nous ne le faisons pas, bon, tant mieux, on verra au lendemain des élections. Mais ce qui est important, il faut rappeler à l'opposition que à chaque fois, c'est des erreurs qui s'accumulent. Le 20 décembre 2018, on a eu les législatives. L'opposition a boycotté, entre griffes, si je peux le dire ainsi. Mais vous vous souvenez qu'en 93 ou une année reculée là, les gens ont boycotté. En 2002. En 2002, voilà. Et on a toiletté la Constitution. Cette fois-ci, bon, vous avez décidé de ne pas aller à la législative de 20 décembre 2018, pensant que la CEDEAO allait apporter une réponse magique. Ça n'a pas été le cas. Après, vous avez appelé les gens députés nommés. Ils sont à l'Assemblée, ils font de leur mieux. Aujourd'hui, mais le pays avance. Et donc, on attend de voir ces élections, au lendemain de ces élections, celui qui va gagner. Et la souveraineté, c'est l'État. Dans le sens de se développer. Nous voudrions également. Mais ça bouge, il y a des lois qui se font. Nous en parlerions pas de voix. Je crois que à ce stade quand même du processus électoral, penser que la candidature de Faure Gnassingbé admettrait que les autres candidatures ne sont que des candidatures de témoignage, je pense que non. Comme vous l'avez dit tantôt, je pense qu'il appartient au peuple quand même de trancher cette question-là. Mais au-delà de tout, je pense également qu'il est trop tôt quand même de pouvoir donc mesurer ou du moins se critiquer un peu la stratégie des récents des candidats, parce que chacun, c'est un choix quand même, hein, c'est un choix stratégique. Si les autres candidats, on a vu ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est aussi un choix. Ceux qui attendent quand même l'ouverture de la campagne proprement dite pour s'engager, c'est également un choix. Mais j'aurais aussi avoir entendu dans les couloirs quand même décisionnels, ou du moins lors d'une rencontre, surtout ces rencontres régionales que UNI a organisées, UNI quand même avait tenu informer tous les cadres appartenant à son parti politique de se tenir à l'écart, de ne pas faire usage des voitures quand même de commandement des voitures d'État. Et ça aussi c'est un fait.
Et il faut aussi tenir compte de tout cela. Et je pense que les autres candidats également, il n'y a pas que les candidats qui ne sont pas aussi dans l'administration, on les voit aussi utiliser. Donc je pense qu'il faudrait quand même qu'il y ait une médiane pour que tous ceux qui iront à ces campagnes-là puissent ne pas utiliser des voitures d'État pour... Oui, un témoignage sur ce fait, ça, quand UNIR était à la réunion régionale à Tchévier, moi-même j'ai assisté à une scène. Il y a un cadre de UNIR qui est arrivé avec sa voiture de commandement. Le ministre l'a dit, était obligé de le retourner. Il lui a dit, nous sommes à une réunion politique. Et ils l'ont même dit, le chef de l'État en venant à ce truc-là vient avec ses voitures personnelles. Et on a fait retourner le je ne crois pas que nous soyons en train de faire la panégyrique du parti UNIR. Il a intérêt à rentrer un peu partout dans le Togo profond parce qu'il est impopulaire. Ce n'est pas dans ce même pays que les populations se soulèvent tous les trimestres. Il a intérêt à retourner. La preuve est qu'ils sont en train de tromper les gens déjà même, en promettant des projets farfelus. Ils sont obligés. Fort Gnassingbé est obligé parce que certainement qu'on l'a toujours trompé qu'il était populaire. À partir de 2017, avec le PNP, les soulèvements, tout le monde a compris. Et depuis décembre 2018, qu'est-ce qui se passe? C'est morose. Aujourd'hui, vous allez en ville, sillonner à tout moment. Il y a des militaires et des gendarmes. 2020, je pense que la police ça a évolué dans quel sens? Dans un sens unique. Dans d'autres pays où il n'y a pas d'élection, il y a toujours cette sécurité qui circule pour les gens. Arrêtez. Dans tous les cas, moi, vous savez, je ne fais pas la panégyrique du parti. Il a intérêt à sillonner un peu partout parce qu'il est impopulaire. En 15 ans, il a raté tout ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, il est 12 heures passées. Je n'ai placé aucun mot. Je n'ai placé aucun mot. Isidore va placer un mot et puis on va s'ouvrir sur le La question que vous avez posée, est-ce que Fort Gnassingbé doit rappeler pour un mandat de 4 ans encore? De 5 ans. De 5 ans. Bon, de 5 ans. Bon, quatrième mandat de 5 ans. Je dis non. C'est déjà fait. Je dis non. C'est S'il déjà est conséquent envers lui-même. Mais c'est déjà fait. Non, quand tu parlais, je n'ai non, Isidore. Ce que je disais. Le problème, c'est que nous allons aux élections. Je n'en disconviens pas. Ce sont les électeurs s'il est conséquent envers lui-même, qui disait, en Allemagne que pour que la démocratie puisse avancer dans nos pays, il faut 2 ou 3 mandats. Ça seul suffit pour me dire que, bon, en principe, il a une obligation morale. Il a une obligation morale. Non, il a une obligation morale. C'est tout. Donc ça veut dire que... 93.5 Canal FM. À présent, vous pouvez entrer en ligne pour poser la question directement à nos confrères ici au studio. Les 2 numéros, le 22, 21, 33, 74. Allô, bonjour. Oui, bonjour l'ami. Oui, c'est comme David avait dit. Oui, nous vous écoutons. Je salue les invités. Vous venez de dire tout de suite que le parti au pouvoir est en train de faire sa pré-campagne. Mais c'est normal. Pourquoi? Si quelqu'un n'est pas populaire, il faudrait qu'il se réveille très tôt. Vous savez que l'opposition, d'habitude, il ne se précipite pas. C'est au dernier moment qu'ils sortent. Et quand ils sortent là, il faut voir l'effervescence. Bon, vous savez qu'il a fait plus de, 15 ans. Quel programme de société il va encore présenter à la population? C'est seulement d'aller les tromper qui va créer tel projet pour les donner des sous pour qu'ils puissent voter pour lui. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est du pipeau, hein. Le pipeau, mais encore une fois, le seul arbitre, c'est le peuple souverain qu'on verra dans les urnes le 22 février prochain. Adam, vous voulez répondre à l'ami Gérard? Oui, moi je l'ai dit. Je l'ai dit tantôt. Vous savez, je dis toujours que ce n'est pas parce que Fort Gnassingbé est candidat que les autres candidats vont considérer que les candidatures sont des candidatures de témoignage. Je l'ai dit. Et je pense qu'il appartient au peuple, comme vous venez de le dire, de pouvoir donc trancher au soir du 22. Merci beaucoup. Le suivant, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur? Monsieur Cana. Oui, Cana. Ah, ok. C'est pour apporter ma contribution à l'émission. De ma part, je voudrais attirer l'attention de l'opposition. Que bon, c'est vrai, l'opposition n'a pas tellement besoin d'aller sur le terrain à l'heure où nous parlons. Si
ils n'iraient sur le terrain, c'est normal. C'est eux qui doivent courir sur le terrain. Parce que l'opposition à l'heure actuelle a besoin entre eux-mêmes de s'attendre et trouver vraiment si c'est M. Agouloumé ou c'est M. Fabre qui va les présenter. Donc c'est ce qu'ils ont besoin. Il suffit de trouver une attente et balancer tout sur les réseaux sociaux. C'est déjà grand pour la population. Parce que la population n'a pas besoin de les voir trop sur le terrain. Parce que si vous voyez, comme on avait dit en 2017, ce qui s'est passé, n'oubliez pas qu'il n'y a rien qui peut justifier que il ne peut faire l'affaire sur le terrain. D'accord. Mais Isidore, il y a un danger que l'opposition tombe dans un excès d'optimisme. Non, moi, j'ai surtout eu à dire que est-ce que la vérité des urnes est toujours proclamée au Togo? Non. Le peuple s'est toujours prononcé et tout le monde sait en quel sens le peuple vote. Je m'en donne pour preuve les résultats de 2015 où celui qui est chargé de faire la compilation et de proclamer le résultat dit qu'il paraît que j'ai mal restitué. Ça veut dire que les résultats n'émanent pas de lui. Vous parlez de l'ancien président de l'ancien président de la CENI. Et aujourd'hui, vous verrez que il y a un fort taux d'abstention parce que les gens ne croient plus à l'alternance dans les urnes. Mais justement, Isidore, en tenant un tel discours, vous risquez de... Je ne tiens pas ce discours, je fais que constater. Et les statistiques sont là. Oui, d'accord, discours ou pas... Les gens ne comptent que... C'est des propos qui tiendraient à démobiliser l'électorat. Non, je suis journaliste, je parle des faits. Je pense que... Ok, on va écouter l'auditeur en ligne. Oui, bonjour. Il est parti. Oui, Eric. Non, je dis... on est en train de parler tout comme si à unir, il n'y a pas de supporters. C'est tout comme si c'est tout le peuple qui est derrière l'opposition et donc c'est tout le peuple qui vote pour l'opposition et personne pour le parti au pouvoir. C'est faire une analyse simpliste de la chose parce que quand vous parlez, on va écouter Toyi Dagoué. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Sass. Oui. Beaucoup de courage pour votre foi. Merci, ça va aller. Bon, aujourd'hui, je suis un peu déçu par la qualité du débat qu'il y a sur ce plateau. J'aimerais attirer votre attention que toute chose égale par ailleurs, la forme est très importante et la forme permet de déterminer la qualité du fond. Aujourd'hui, avant que la population ne se prononce sur un choix éclairé, il faut que la forme, notamment les conditions de participation à ces élections, proclamation des résultats et consorts, soient bien ficelées. Et puis lorsque nous sommes des Togolais, il y a un premier devoir que nous avons, c'est de s'assurer que nous tous, nous partons devant les services publics avec une égalité de chance. Nous avons plusieurs candidats qui veulent aller concourir pour le fauteuil présidentiel. Je pense qu'en tant que Togolais, nous devons veiller à ce que tous ces candidats-là aient les mêmes chances, même si dans les faits, certains ont une petite avance. Si cette avance est légitime, c'est normal. Mais si elle est illégitime, il faut la dénoncer. Le système du parti uni vraiment s'appuie trop sur les moyens d'État. Et c'est quelque chose qui est patent. Il faut qu'on le dénonce. Il ne faut pas le justifier. Aux États-Unis, le président Trump ne se déplace pas uniquement que pour aller faire une campagne. Il profite peut-être d'un meeting pour pouvoir faire quelque chose. Il ne fait pas déplacer tout un appareil d'État avec les moyens d'État pour aller faire juste sa propagande. Lorsque Macron devait être président de la République, il a dû démissionner et il est parti faire campagne personnellement. Tous ceux qui sont venus ont été des bénévoles. Et après, il y a eu un compte de campagne qui vérifie à chaque fois combien ils ont dépensé, où est-ce qu'ils ont eu les moyens. Si ces genres de choses ne se font pas dans notre pays, ce n'est pas une raison de dire que ailleurs les gens utilisent les moyens d'État sans preuve. Non, ailleurs même, il y a un contrôle. Donc, dans ce pays, il y a quand même un individu ou un système qui utilise abusivement les moyens de l'État et qui rend donc l'égalité qui doit exister entre les autres citoyens. Nous devons le dénoncer. On n'a rien contre le système, mais il faut le dénoncer parce que tout le monde doit avoir une égalité de chance. Et c'est ce que nous dénonçons dans ce pays. Merci. Il faut que nous tous, nous ayons une égalité de chance devant le service public. Merci, monsieur. Merci, on va écouter en même temps monsieur Kolani. Bonjour. Allô, bonjour, Sas. Oui. Courage pour votre santé. Hein. Merci, ça va aller.
Oui, non, nous sommes sur le terrain, M. Sass. Avec notre candidat, on travaille seulement on ne veut pas médiatiser pour faire peur à notre adversaire principal qui est uni. Sinon, il risque d'invalider notre candidature. Vous voyez. Donc, on ne veut pas médiatiser parce que jusqu'à présent, la Cour constitutionnelle, qui n'est pas aussi constituée, vous le savez tous, est capable d'invalider notre candidature s'ils savent que sur le terrain, il y a quelqu'un qui peut battre le premier tour, un coup KO au chef de l'État. Donc, de toutes les façons, nous, on est sur le terrain. Le jour où la Cour constitutionnelle prononcera que nous sommes retenus, notre candidat qui est de Podro, vous allez voir ce qui va se passer avec la communication. Merci. Merci. Monsieur Koulani, il a déjà dit son candidat, c'est Agbeyome. Monsieur Koulani qui dégage quand même une certaine dose de confiance, Jeff Le Prince. Oui, c'est normal. S'il soutient un candidat, vous savez, on ne peut pas aller à un examen et dire qu'on s'en va pour se jouer. Non, donc il se rassure, se donne cette affirmation qu'il peut gagner facilement. C'est comme un match. Donc, on ne va pas à un match pour faire plaisir à son adversaire. Mais M. Koulani, il est sûr de lui-même, il est sûr de son candidat. Ça va de soi. Je voudrais juste conclure rapidement avant quelqu'un le prenne. Soutenir M. Agbeyome est une grande chose. Agbeyome est 1 million de fois plus expérimenté que Faure lui-même qui n'a jamais rien fait pour ce pays avant d'être président. Il a juste hérité de cette présidence. Et jusqu'à présent, les recensements, tout a toujours été mal fait. Donc soyons honnêtes et sincères avec nous-mêmes. Il n'y a pas Agbeyome, il n'y a rien, il n'y a pas de comparaison entre M. Agbeyome et M. Faure. Il n'y a aucune comparaison. Je vous rappelle juste que Faure a derrière lui 15 ans d'expérience comme président de la République. On écoute justement à ne rien faire. On va écouter le leader en ligne. Bonjour. À ne rien faire. Allô, bonjour. Allô. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur Maglo. Oui, c'est monsieur Maglo. Oui, nous vous écoutons. Je me pose, moi, une question. Certainement que vous aussi vous la posez. Vous avez essayé d'aborder le sujet. Je fais allusion au 4e mandat de Faure. Et vous en parlez, mais vous prenez trop de gants. Ceux qui n'en parlent pas, c'est la communauté internationale qui est le père de ce protocole d'accord et que aucun chef d'État ne doit pas dépasser 2 mandats. Maintenant qu'il faut faire 4 mandats, il aspire à faire 4 mandats. Quel est son avis? Vous n'en parlez pas assez. Comment la communauté internationale perçoit le 4e mandat de Faure? Est-ce que vous avez une idée là? Moi, je n'en vois pas. Merci, monsieur Maglo. Ne sont pas porte-parole de la communauté internationale, même si Liberté écrit aujourd'hui à la page 4, candidature à un 4e mandat, Faure Gnassingbé tue les efforts dans l'espace CEDEAO, silence plat de l'instance communautaire. C'est pour dire, monsieur Maglo, que même la CEDEAO ne dit rien à propos de ce sujet. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Je pense que vous gênez mon champion pour les journalistes. Vous savez, s'il faudra parler, il te faut 2 ou 3 mandats. Avant, le mandat n'était pas limité. Mais c'est maintenant que le mandat vient de limiter. Et ce mandat, c'est le premier mandat du Faure. Donc, je pense que le président Faure, aujourd'hui, nous sommes le 14. Vous n'avez qu'à me voir l'heure. Faure serait élu au premier tour. C'est pour cela qu'on est en train d'informer notre population de 56 jusqu'à Lomé qu'on ne veut pas que Faure soit élu au premier tour. Vous n'avez qu'à me... Il n'y aura pas de 2e tour. C'est moi, Ali Baba, qui vous parle. S'il y a le 2e tour là, vous n'avez qu'à dire que je ne suis pas le fils de Mango. Merci. Merci. Eric Johnson. L'ami Koulani disait tantôt que son candidat Agbeyome allait passer au premier tour. Ali Baba vient de revendiquer la même victoire pour son candidat, son champion, Faure Gnassingbé. Mais c'est ça le débat. Chacun a son candidat et il plaide pour sa réussite. Mais je voudrais juste revenir sur un truc, les gars, sur lequel les gars débattaient tout à l'heure, c'est les comptes qui devraient être faits après les campagnes. Mais vous savez que les candidats, ils reçoivent de l'argent de l'État, mais si vous allez à la Cour des comptes, personne ne dépose de bilan. Personne, aucun candidat ne dépose de bilan pour dire voilà comment l'argent que j'ai reçu
pour aller en campagne, je l'ai dépensé de telle manière. Ça aussi, l'institution, elle le réclame. Elle ne réclame pas. Bien sûr. Que celui qui est au sommet fait plus et c'est inutile. Non, écoute. C'est quoi? C'est à l'institution de travailler. Écoute, l'institution réclame. Justement, vous demandez une chose et son contraire en même temps. S'il vous plaît, on va écouter l'auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, ça. Oui, bonjour. C'est Lazare de Doulassam. Lazare de Doulassam. S'il vous plaît, écoutons l'auditeur, s'il vous plaît, Max. Oui, Lazare. Oui, ça, du courage pour votre Merci, ça va aller, nous vous écoutons. Je salue le plateau. Oui. Écoutons l'ami Lazare en ligne. Bonjour. Allô. Oui, Lazare. Bon, moi, je disais toujours que cette fois-ci, la candidature de M. Agbeome est le plan B de l'opposition, comme Rochma Taboré, Burkina, Macky Sall au Sénégal. Parce que le plan A est utilisé depuis le temps de l'UFC jusqu'à ANC. Malgré qu'ils gagnent les élections, ils sont populaires, mais ils n'accèdent jamais au pouvoir. Parce que le pouvoir a peur de leur radicalisme et de peur qu'il y aura la chasse aux sorcières. Donc, l'opposition doit s'aligner derrière M. Agbeome pour sa victoire. Et après, il sera une négociation du pouvoir. Et si c'est une attenance masquée, c'est une attenance. Mais de toutes les façons, s'il ne veut pas, Dieu est capable de tout. Il peut envoyer les anges voter pour Agbeome. Merci beaucoup. On va terminer avec l'ami Eric. Eric, bonjour. Oui, monsieur Eric Dagoy. Oui. Les gens seront surpris d'être étonnés. Oui. Les gens seront vraiment surpris d'être étonnés le 23 février. Et comment? De voir Faure Gnassingbé à la tête du pouvoir. Agbeome, quand il était directeur du port, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas traversé la frontière avec des millions dans cercueil. À la conférence nationale. Ce sont des accusations gratuites là. À la veille, au moment de la conférence nationale, Kodjo lui a fait pleurer. C'est le pour qu'il veut le récompenser, je pense. Vous savez, monsieur Eric, si on doit fouiller dans les placards de tout le monde, on risque de trouver des choses. Pas seulement chez Agbeome, mais chez vous, chez tout le monde, même chez vous, Eric. Mais je vous rassure qu'il n'y aura pas match, monsieur Sass. Ok. Et j'invite également mon ami Kolani d'Agoyla. Quand il est venu à Agoyla, c'est comme ça Agoyla était. Il est venu à Agoyla, c'était les arbres d'Atoglico. Aujourd'hui, il faut voir Agoyla. Merci à vous tous qui êtes entrés en ligne. Jeff Le Prince, nous n'avons parlé de la politique pendant 12 minutes. Et quand les auditeurs ont pris la parole, ils ne se sont intéressés ni à la culture, aux arts, ni au Togo profond. Tout le monde est venu encore une fois à l'élection présidentielle. Mais c'est le constat. Quand j'avais pris la parole, je dis ce qui m'intéresse, c'est le développement local. Et si chacun faisait sa part et travaillait pour lui et dans son milieu, je pense qu'on peut faire bouger les lignes. Mais aujourd'hui, ce qui divise les Togolais, c'est la politique. Et on ne peut pas avoir les mêmes points de vue. Ça, vous avez vu, les points de vue sont dubitatifs. Il y a quelqu'un qui soutient un autre candidat, l'autre qui vient qui soutient l'autre candidat. Donc, du coup, j'ai comme l'impression que c'est ça qui intéresse les Togolais. Et il ne faut pas oublier que si la politique va mal, c'est que ça doit forcément avoir des répercussions dans tous les autres secteurs. Merci. Donc, c'est ça qui intéresse depuis quelque temps, aussi bien sur les réseaux que dans la presse, dans l'opinion, les deux candidats qui se dégagent un peu, c'est Faure et Agbeome. Après viennent Fabre et les autres. Bon, ça c'est les réseaux. On attend de voir les réalités. Personne ne peut justifier de la popularité de tel ou tel, si tant est que la vérité des unes soit proclamée. C'est là où se situe mon problème. Il faut que la vérité des unes soit proclamée et qu'on ait une institution capable de nous dire que c'est elle qui a gagné. Merci. C'est tout mon problème. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Agbeome est plus populaire ou a plus de voix que Faure Gnassingbé ou a plus de voix que Fabre ou les autres. Donc, attendons de voir
ce qui va se passer. Alors justement, tous les regards sont dirigés sur la CENI. Vous avez écouté l'homélie de Monseigneur Bariga le samedi dernier. Vous avez sans doute connaissance également de l'appel du Père Afognon à tous les candidats. Tout ce qu'on attend de la CENI, je vous rappelle que la CENI est un séminaire actuellement allumé pour revisiter ces travaux. Maintenant, tout le monde attend que la CENI nous fasse des élections les plus transparentes possibles. Oui, c'est pour ça, vous savez, lorsque vous vous préparez, ne serait-ce qu'intentionnellement, à aller à une élection, il faut déjà que la base soit vraiment saine. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que je veux briguer une élection présidentielle et ne pas chercher à avoir au sein de ces institutions-là des représentants qui devraient normalement regarder pour vous comment ça se passe et essayer de faire un travail en amont par rapport à tout ce qui va se passer. Aujourd'hui, on dit la CENI est constituée à 80% de gens proches du parti au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des blocages, on a refusé de participer. On fait un appel, on dit non, on ne peut pas y aller parce que. Mais là, la CENI va donner les résultats et on va encore critiquer ces résultats-là parce qu'on n'est pas d'accord. Or, depuis longtemps, dès qu'on a commencé par se préparer, il faut y aller. Oui, Eric, je vous comprends, sauf que, quel que soit comment les gens ont été nommés à la CENI, maintenant, ils devraient se mettre dans la peau d'une institution républicaine et faire des élections sans tenir compte de leur base de provenance. Non, ce que je dis, ça, ce n'est pas que les membres de la CENI vont faire ainsi, mais je dis ce qui va se passer après, parce que les résultats pour la CENI, pour l'actuelle CENI, les résultats qui seront donnés, c'est les résultats des urnes. Mais ces résultats-là seront encore critiqués parce que on n'a pas des gens pour regarder de près ce qui s'est passé. On va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Juste le temps de recueillir vos cartons de fin d'émission et la conclusion de Max Eman. Adam Adjounou, votre carton de fin d'émission. Bon, comme tout le monde s'est intéressé à la politique, moi j'ai un carton et puis je le dédie au confrère Dick qui fait la promotion du jazz au Togo. Merci. Carton vert au confrère Dick qui fait la promotion du jazz. Jeff Le Prince. Bon, moi je n'ai pas de carton, mais je préfère, comme c'est les confrères qui reçoivent les cartons, je voudrais donner un carton vert à SAS, malgré sa voix cassée qui a pu tenir jusqu'à maintenant. Allez, bon courage à toi. Non, c'est plutôt vous qui avez tenu cette émission. Moi, je me tiens tout innocemment juste à vos côtés. Ici, Dorakolo. Non, je passe. Vous passez. Eric Johnson. Oui, je continue par donner un carton vert à la justice togolaise. Je l'avais déjà fait la semaine dernière. Je continue parce que je fouille encore pour voir les décisions de notre justice, parce que nous avons pris tout le temps de critiquer cette justice-là pour dire qu'elle ne dit jamais le droit. Mais je suis en train de constater, et je ne sais pas s'il faut dire fort heureusement, que cette justice-là dit le droit. Merci. Alors c'est carton ou bien Talakou? Non, c'est un carton vert à la justice togolaise. Eh bien, ça fait 2 fois que vous voulez descendre les cartons, mais souffrez quand même de prendre conscience de ce que l'article Liberté écrit aujourd'hui, cour d'appel de Lomé, quand le procureur général passe outre un acte d'appel et fait déloger des citoyens. Voilà également une autre appréciation de la justice togolaise par le journal. Max Eman, votre conclusion. Pas de carton, vous, mais pas de carton. La conclusion, elle est très simple. Le pays a besoin d'une alternance. Il le faut. Parce que nous sommes dans une léthargie. Et on a tellement de problèmes puisque rien n'a été prévu. C'était une alternative forte pour éviter d'être comme au Cameroun. Aujourd'hui, ils sont allés seuls, ils ont réussi, même si ça a été mauvais, à être seuls à l'Assemblée et enfin d'apporter une constitution. Cette constitution lui permet naturellement d'aller, mais moralement, il fallait pas y aller, il fallait faire un choix interne. Mais puisqu'il dit que c'est l'interne qui voudrait qu'il aille, il ira, mais seulement il faudra que tout le monde se rappelle que les conditions ne sont pas bonnes. Dans ce sens, l'opposition, nous,
de la société civile qui sommes engagés aux côtés, nous disons à nos frères de l'opposition de s'entendre, d'écouter la voix de Monseigneur Kodjo et de suivre ensemble. Juste parce que cette alternance sera une charnière. Il faut que ça démarre quelque part. C'est tout ce que je vais leur dire. Merci pour cette émission qui n'a pas été faite dans les conditions idéales, mais nous arrivons à destination. Juste vous rappeler que demain, ce sera votre serviteur Foussili Saïbou qui sera à l'antenne. Nous, on prendra la route pour Kara avec l'espoir que la voix sera totalement revenue et que nous soyons en direct le jeudi et le vendredi depuis Kara. D'ici là, bon appétit et à demain si Dieu le veut, Dieu le voudra bien.